Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, bonjour. Bonjour Quentin, merci beaucoup de me recevoir. Mais merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Confessez-moi un geste qui n'est pas du tout écolo que vous faites néanmoins chaque jour. Ah oui. Alors, chaque jour, je sais pas, mais en tout cas, j'ai un petit péché mignon, on va dire les sushis à emporter. Voilà, partager ça avec ma femme, notamment chez nous. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on prend à emporter, on prend un gros paquet de plastique avec nous qui vont être jetés directement, de plastique dit à usage unique, qui est désormais interdit d'ailleurs à partir du 1er janvier 2022. Et c'est pas très responsable, mais j'ai du mal à définitivement arrêter. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, donc qui est assez amoureux de la nourriture japonaise, chinoise, vient-il de nous dire, mais qui est par ailleurs cofondateur de ZAC. Il y a 6 ans, donc ZAC c'est une société qui entend éradiquer le gaspillage, justement le gaspillage électronique. Surtout, vous êtes diplômé de l'ESSEC, de l'université de Berkeley aux États-Unis. À quel moment, monsieur Saint-Esprit, ce déclic entrepreneurial vert, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors, on est sur des chiffres hallucinants quand on parle du gaspillage des produits électroniques. On est sur 54 millions de tonnes de déchets électroniques produits annuellement. Et c'est en plus quelque chose qui ne cesse d'empirer, puisque la trajectoire nous amène à environ 80 millions de tonnes en 2030, avec toutes les problématiques qu'on connaît. Et dans la chaîne, on va dire, de production et distribution des produits électroniques, il y a énormément de pollution, l'extraction des ressources naturelles, le transport, l'assemblage, et on utilise très peu de temps, finalement, ces produits avant de les jeter. Donc on est vraiment sur une problématique globale. Au départ, moi, je suis pas du tout, je dirais, d'intérêt écologique, c'est-à-dire familial. Enfin, mes parents sont pas du tout des écolos engagés. J'ai pas de personnes dans ma famille qui sont engagées là-dessus. Et on voulait juste, avec mon associé, créer une solution facile d'utilisation pour les particuliers. Donc on a commencé, vous l'avez dit, à Berkeley, dans la Silicon Valley. Globalement, on doit créer des solutions digitales, faciles d'utilisation, et on voulait permettre aux particuliers de se séparer aussi facilement d'un produit électronique usagé qu'ils pouvaient acheter en un clic sur Amazon. Donc c'est comment mettre en fait au service des particuliers pour faire de l'écologie et de la transition écologique des outils aussi faciles d'utilisation que ceux qui les ont convertis à la consommation de masse, au digital, etc. Et c'est ça qui a fait un peu le déclic, c'est mettre à profit ces outils pour le bien commun. Ouais, parce que Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, typiquement, on parle dans les foyers, on se concentre uniquement sur les foyers, on parle de recyclage, de bouteilles en plastique, de choses jetables, mais est-ce que, par essence, un produit électronique, c'est pas quelque chose qu'on a tendance justement à ne pas vouloir jeter. Et c'est pour cette raison un peu bête, j'allais dire bénigne, mais finalement ça ne l'est plus du tout vu les chiffres que vous aviez évoqués à l'instant. Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir garder donc les anciens smartphones, les anciens objets électroniques, peu importe, les jouets des enfants, etc. Alors qu'en vérité, il faudrait justement les jeter et les donner à ZAC. Alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'hyperconsommation, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit notamment sur les smartphones, qui est peut-être l'exemple emblématique qu'on va changer, donc en moyenne tous les 2 ans pour un individu en France, pour finalement un gain technologique très faible. Et c'est le phénomène qu'on appelle de l'obsolescence programmée, qui est assez connu, les marques qui vont faire en sorte que vos produits ne marchent plus trop. Et puis, comme vous l'avez dit, peut avoir du mal à s'en séparer pour 2 raisons. La première, vous l'avez évoqué, c'est on est attaché un peu sentimentalement. Les photos de nos enfants sont passées sur ce téléphone. On a un petit peu peur de ce qui va se passer. Il y a quelque chose de cognitif aussi là-dessus. Mais la deuxième raison, c'est, à mon sens, en tant qu'entrepreneur de l'économie circulaire, les solutions qu'on nous propose en tant que particulier pour se séparer des produits, elles ne sont pas du tout au niveau, c'est-à-dire pas assez faciles d'utilisation, elles ne sont pas inscrites dans nos parcours de consommation, donc on peut comprendre faiblement notre intérêt. Et aujourd'hui, on voit que ça commence à évoluer un peu sur les produits de valeur, comme les iPhones, avec des services d'estimation, mais on en est vraiment au début. Ouais, vous diriez qu'aujourd'hui, même en 2021, vous dites le parcours de consommation ne mène pas jusqu'au recyclage de ces produits du quotidien. C'est ça. En fait, on parle, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de liens avec le digital, l'économie circulaire et digital, il y a plein de problématiques communes. Le digital, on parlait de parcours omnicanal, je commande en ligne, je vais retirer dans le magasin, etc. En fait, l'économie circulaire, c'est pareil. Et aujourd'hui, il n'y a rien ou très peu d'expériences
qui sont pensés avec voilà, une expérience entre utilisateurs et un parcours vraiment omnicanal. Si vous devez vous séparer de votre produit électronique, vous avez le choix, si vous êtes au courant, entre le mettre éventuellement dans un magasin qui les récupère, vous ne savez pas très bien ce qui est fait des produits, vous ne savez pas si vous allez récupérer de l'argent, ou les garder chez vous, ou les mettre dans une déchetterie. C'est pas un parcours sexy, entre guillemets. Votre but dans la vie, Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, j'ai lu ça dans un portrait que le Figaro vous a consacré, donc c'est pas rien. Votre but dans la vie, c'est d'imposer l'économie circulaire. Est-ce que cet objectif progresse? Et là, je parle pas seulement de Zach et de vous-même, mais je parle de l'ensemble de la société. Est-ce que vous constatez depuis quelques années qu'il y a du bon, il y a du mieux quand même, quoi? Alors oui, il faut être positif, il faut donner envie en fait, vraiment à toutes et à tous pour se lancer d'une certaine manière dans l'économie circulaire, il faut avoir un discours positif et c'est la réalité, ça progresse. Aujourd'hui, le monde n'est à qu'environ 8% circulaire, alors c'est un chiffre très macro, qui essaye d'évaluer un peu la réutilisation, le réemploi des produits et de ressources naturelles qui ont été extraites une première fois. On en est au tout début, mais ça progresse. Un sondage de KPMG a évoqué qu'il y a à peu près 30%, notamment des directions des entreprises françaises, qui commencent à évaluer l'économie circulaire comme un enjeu aussi business, qui vont intégrer dans leur stratégie de développement. Il y a quelques années, lorsque Hélène MacArthur, qui est un peu la personne qui parle beaucoup du sujet, avec la fondation Hélène MacArthur, en parlait au forum de Davos, tout le monde se fichait un peu du sujet. Donc ça progresse, parce qu'il y a des avancées réglementaires qui obligent les entreprises aussi à se conformer et à créer des nouveaux modèles économiques, et parce que, et ça c'est le plus important, l'économie circulaire permet environ d'affronter la problématique des émissions de CO2 à hauteur de 45% des émissions globales, et ça permet de créer des emplois, de réindustrialiser le territoire, de créer des emplois en local. Ça a aussi des conséquences positives sur le pouvoir d'achat. Ça coche d'une certaine manière plein de cases qui sont encourageantes pour faire progresser l'économie circulaire. Mais il faut plus en parler parce que ça reste un sujet un peu de niche, un peu conçu comme bobo et pas du tout assez démocratisé. Conçu comme bobo, est-ce que Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, on a parlé des particuliers, on a parlé des tiroirs de nos appartements, de nos maisons respectives, mais les tiroirs, les armoires même des entreprises et du monde de l'entreprise, c'est pareil, si ce n'est infiniment plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les écrans d'ordinateur, les claviers, les souris, tous ces gadgets électroniques qu'on utilise à longueur de journée, même si en ce moment en télétravail on les utilise moins, ce qui est peut-être d'ailleurs un sujet pour vous. Quid de ce business-là qui est j'imagine, vous allez me le confirmer, mais infiniment supérieur encore à ce qu'on peut voir dans nos domiciles respectifs. Complètement. Alors, le service de Zach est aussi pour les entreprises, et en très forte croissance. On a plus de 150 entreprises clientes, des grands comptes comme TF1, Truffaut, beaucoup de scale-up comme Doctolib, très connu des Français maintenant. Donc, il y a un gaspillage électronique énorme dans les entreprises. Et juste un petit point sur le télétravail, vous disiez que peut-être on utilise moins de produits. En réalité, en raison du télétravail, les entreprises ont acheté plein de matériel un peu à l'arrache, si je puis m'exprimer ainsi, pour équiper les collaborateurs chez eux. Et du coup, ça induit nécessairement, avec un décalage, un gaspillage des déchets électroniques qui va d'une certaine manière s'accroître. Donc la problématique est énorme. Cependant, de source d'espoir, les entreprises agissent de plus en plus sur ce sujet. Elles en sont parfois obligées. Vous avez donc le bilan extra-financier pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il faut prouver qu'elles travaillent à réduire leurs émissions de CO2. Donc Zach, par exemple, on envoie un bilan RSE complet en donnant des chiffres sur la réduction de l'empreinte environnementale, sur l'impact sociétal de l'action. C'est de plus demandé par les entreprises. La réglementation, si on prend le secteur public, la loi de la réduction de l'empreinte numérique pousse la commande publique à s'orienter à 30% de produits reconditionnés dans les achats IT de l'État au sens large. Donc, il y a des évolutions positives, et puis il y a ce qu'on appelle l'économie aussi de la fonctionnalité, c'est-à-dire passer plutôt sur de la location, faire réparer les produits plutôt que d'acheter en permanence et de jeter. Au début, il y a de plus en plus d'entreprises qui passent à la location, notamment d'ordinateurs ou de téléphones. Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, dernière question. J'ai été sur votre site et vous évoquez la seconde vie des objets électroniques. Est-ce que chaque objet électronique a droit et a les moyens d'avoir une seconde vie? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Enfin, la mort de l'objet électronique existe, malgré tout ce qu'on peut faire de ces objets par ailleurs.
Complètement. Alors nous, on a 4 secondes vie. La première, du coup, c'est le réemploi direct. En fait, on va vendre le produit à un reconditionneur en France qui le revend derrière. Donc il y a un modèle économique très logique. Il y a une transaction financière. Deuxième modèle, la réparation. Troisième modèle, on fait un peu de dons à des associations aussi. Quatrième modèle, le recyclage, mais un recyclage au maximum en récupérant le maximum de matière. Juste pour terminer sur ce point et répondre à votre question précisément, c'est juste une question d'offre et de demande. Aujourd'hui, il y a des produits qui ont financièrement aucune valeur, puisqu'il n'existe pas de filière de réparation de reconditionnement pour des produits qui en fait marchent très bien et pourraient être employés. Donc nous, notre métier de l'économie circulaire et d'entreprise, c'est un métier économique, c'est de créer vraiment le marché, de convaincre qu'on peut utiliser très bien ce produit qui n'a pas de valeur financière, mais une valeur réelle, et reconnecter la valeur financière à la valeur du produit, de son usage, pour arrêter l'absurdité d'avoir des produits magnifiques qui fonctionnent très bien ou qui sont réparables facilement, Ouais. mais qui valent rien dans les bilans des entreprises. Ouais, c'est amusant, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, parce que ce matin, je lisais un article concernant des modèles de BlackBerry qui désormais ne fonctionnent plus. Est-ce que c'est pas l'archétype, l'exemple type de ce que vous venez d'évoquer? Complètement. La société BlackBerry arrête de commercialiser définitivement ces BlackBerry. C'est un échec industriel énorme. Alors, le recyclage va permettre peut-être de récupérer des composants, les fameuses terres rares ou les aimants qui manquent énormément, notamment l'industrie française qui est hyper dépendante des importations de Chine et d'Afrique. Mais je vais donner un autre exemple pour finir sur note positive. Le même, mais qui s'est bien terminé, les terminaux de paiement bancaire. On nous a demandé d'en collecter et de les mettre à la benne. On a trouvé en fait un repreneur, un reconditionneur qui a choisi de les réparer, qui les a revendus à un réseau d'artisans français qui n'avait pas besoin de la dernière génération. Et donc on a créé un modèle économique de produits qui sont toujours en utilisation. Donc tout ça, ce sont des choix industriels, des roadmaps d'entreprise, et pour créer vraiment un marché d'offres et de demandes à partir de ce qui existe déjà, des ressources naturelles déjà extraites, et de ne pas réextraire en permanence des ressources qui sont en extinction sur notre planète. Il y a toujours une solution pour réutiliser, recycler ou trouver Oui. une seconde vie ou une autre vie, en tout cas, aux objets électroniques. Merci infiniment, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, d'avoir répondu à mes questions, cofondateur de ZAC. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente année 2022. De même. Merci à toutes et à tous. Au revoir.